2, 3, fight! You win! Bonjour à tous, on va démarrer. Donc pour les derniers retardataires, n'hésitez pas, il y a des places devant aussi. Bienvenue pour cette conférence dédiée à Istio. Le nom est assez simple, mais il a l'avantage d'avoir un emoji. Et si vous voyez à l'extérieur, il y a des problèmes d'emoji sur les feuilles des votes. Donc c'est toujours marrant de voir comment ça rend. Istio, je vais vraiment vous présenter l'outil. Essayer de vous montrer l'intérêt que cela peut avoir pour vous dans votre travail de tous les jours. J'espère qu'à la fin de tout ça, vous allez aussi trouver que c'est un outil très agréable. Ce slide, je le mets quasiment sur toutes les prises, parce qu'au final, notre monde change tout le temps. On est dans la tech et on sait pertinemment qu'il y a des évolutions constantes, et c'est notre taf de suivre tout ça. Et l'une des choses qui évolue et dont vous entendez parler tous les jours, si vous êtes là aujourd'hui, vous le savez, c'est que on a nos applis qui étaient type monolithique, où il y avait tout à l'intérieur. J'ai même développé sur des side projects des applis qui contenaient leur database in-memory dans le jar que je livrais. C'est pratique, d'un côté, si on veut faire un truc tout en un, mais ça amène beaucoup de limites. Et est arrivé Docker, donc il y a quelques années, donc ils ont fêté les 6 ans hier ou avant-hier, je crois. Donc la toute première version de Docker, elle ressemblait un peu à ça. J'ai travaillé avec les 0.1, 0.2. C'est devenu un peu plus cool ces derniers temps, mais ça a vraiment amené une logique de casser nos monolithes. Alors, fonctionnellement ou techniquement, ça dépend de comment on attaque les choses, mais ça a vraiment changé la mouvance et la manière de faire nos développements. À titre informatif et culturel, cet élément-là est purement naturel. C'est la Terre, c'est la planète qui a créé cette scission entre ces deux monolithes, et c'est pas un humain. On ne sait pas comment, a priori c'est les plaques tectoniques en forçant, mais c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Donc, à force de casser nos monolithes, certaines entreprises assez récentes arrivent à avoir des topologies dans leur infrastructure qui deviennent ahurissantes. On peut voir Netflix, la communication et l'intercommunication de leurs microservices est énorme. Et d'autres, ils sont même plus quantifiables. De toute façon, c'est même pas représentable sur un slide. Donc, à partir de ça, quand on commence à casser nos monolithes, ça amène d'autres problématiques que vous imaginez bien. Et c'est dur à gérer. C'est dur à gérer en dev, c'est dur à gérer en prod. Et vous allez avoir besoin donc d'être aidé pour pouvoir gérer tout ça correctement sans problème. Et une des réponses, alors c'est pas la seule, et certains me diraient que c'est mal, mais bon, Kubernetes a amené une solution. En tout cas, va nous faciliter la vie dans notre travail de tous les jours, mais il ne va pas tout couvrir. Et c'est donc vraiment un besoin émanant de « j'ai déployé mes applis dans Kubernetes, ok, ça marche, mais ça ne fait pas tout ce que je veux », et de ce fait, Istio est arrivé. Pour me présenter, je suis Kevin, je suis fan de code, j'adore ça, c'est une addiction chez moi, je pense, il faudrait que je me fasse soigner peut-être un jour. Je suis côté toulousain dans les multiples communautés là-bas. Je suis Google Developer Expert, donc une partie de mon taf est de faire des prêts, mais aussi beaucoup d'échanger avec vous. Donc je suis sur la partie Google Cloud, donc si vous avez envie d'échanger sur la plateforme, sur le dev, sur des choses que vous mettez, il y a des moyens, des éléments, des choses que vous voulez évoquer avec moi, n'hésitez pas, ça fait partie du taf. Je suis fan d'open source, je ne travaille que sur des outils open source, je contribue sur majorité qui sont présents sur ce slide et d'autres je les utilise, c'est la stack technique que j'utilise de manière quotidienne aujourd'hui au taf et ça fait vraiment plaisir. Et dernier point, le petit slide pub, mais pas que. Je suis CTO de Stack Labs, c'est une boîte toulousaine, donc on fait du service, mais c'est une boîte de devs qui se sont montées à force de se rencontrer dans Hop, je vais te récupérer un micro. Ah non, c'est bon, c'est revenu. J'espère que je ne le reperdrai pas. C'était le temps de venir, au cas où, merci. Ouais. Donc c'est une... Ok, merci.
C'est une boîte de tech, on est passionné, il va tomber. Ouais, on va le mettre par terre. Je n'arriverai pas à le faire ce slide. En fait, on s'est rencontrés dans des meet-up, on est passionnés et notre but, c'est pas de faire du chiffre en termes de volumétrie, mais on est juste des passionnés, on est à fond dans la tech. Aujourd'hui, par exemple, je suis avec vous, c'est grâce à Stack Labs et je suis aussi, tous les devs sont réunis, on les a sortis de chez les clients. Ils s'amusent entre eux un vendredi sur deux pour faire de la veille. Donc on met vraiment du temps pour apprendre et pour s'amuser. Donc si vous avez envie de bosser avec nous ou de nous rejoindre, contactez-nous. On fait sur Toulouse et potentiellement même à distance. Donc si je reprends les quelques mots que j'ai placés dans la presse déjà jusqu'à présent, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Alors c'est très bleu, hein, c'est la dominante du cloud, mais au final tout ça, c'est des buzzwords. Si j'aurais pu déjà faire, rien que par l'introduction, un bingo, et vous auriez potentiellement déjà tout trouvé. Alors oui, ces technos sont tendance. Oui, certains pourraient vous dire, c'est too much. Tu as besoin juste de déployer un front qui fait 3 appels avec une fonction en PHP, allez savoir. Tu n'as pas forcément besoin de tout ça. Même des clients sont venus vers nous en nous disant, j'ai besoin de quasiment ce cas d'usage, de faire du PHP, je veux le mettre dans Kubernetes. Pourquoi ? Utilise des services qui existent déjà et ça suffira. Mais par contre, ces technologies, elles répondent à des besoins que vous pouvez avoir au jour le jour. Donc ce n'est pas parce que c'est que hype, mais aussi parce qu'il y a un besoin en termes de développeurs, en termes d'ops. Aujourd'hui, si vous voulez, donc normalement je fais un jeu, je fais un bingo. Là, il aurait été déjà terminé. Donc, si vous voulez gagner un bouquin Istio, donc de chez Manning, vous me faites un tweet avec le hashtag pour vous retrouver, ce sera facile, et je vous enverrai un code de réduc pour accéder à ce livre qui est très bien et qui est en cours d'édition. Donc, repartons sur le sujet. Donc, Istio, c'est un projet qui a été développé par 3 entreprises donc assez connues, Lyft, concurrent d'Uber, IBM, qui a récemment racheté Red Hat, et Google, donc fondateur de Kubernetes à l'origine. Et Istio, dès le départ, a été mis en open source. Mais vraiment, quand je dis dès le départ, c'est la 0.10. Autant dire qu'à ce moment-là, vous preniez le code, ça ne marchait simplement pas. J'ai certaines entreprises que j'ai... Alors c'est une 0.10, hein, ils avaient prévenu aussi, qui ont décidé d'y aller dès ce moment-là, qui ont fait un switch, qui se sont dit bon bah ça marche pas, je pars chez quelqu'un d'autre, Linkerd par exemple, et ils sont revenus. Parce que le besoin et ce que Istio faisait était très différenciant par rapport à la concurrence. Donc ils ont sorti quelques temps après la 1.0, donc durant l'année dernière si je ne me trompe pas, et donc là c'est la première version production ready. Et récemment, donc début de semaine ou fin de semaine dernière, la 1.0 qui est la première version Enterprise Ready de leur point de vue. Ils ont modifié plein de choses et les démos que je vais vous faire sont sur cette version-là. Je prends un risque, tant pis, on verra. Par contre, n'oubliez pas, c'est un projet très jeune, mais qui a déjà beaucoup d'utilisateurs. C'est-à-dire que une des entreprises que j'ai interviewées, qui est très grosse, je ne peux pas citer le nom malheureusement, mais ils l'utilisent en prod depuis la 0.6 ou 0.7. Et ils migrent petit à petit, ils rattrapent, mais ce n'est pas leur priorité de rattraper pour l'instant. Mais ils utilisent quand même cette version-là, ce qui montre que même malgré la jeunesse, vous avez quelque chose d'utilisable. Par contre, les cas d'usage métiers principaux sont couverts. Peut-être que votre cas spécifique, il n'est peut-être pas encore. Welcome pour des merge requests et on peut faire avancer tout ça. Donc le but principal d'Istio, on va le voir ensemble, c'est une phrase qui est tirée de la doc. Je trouve qu'elle est tellement concise, je l'ai reprise telle qu'elle parce que ça représente bien ce que veut faire Istio. C'est vous permettre de prendre des services, de les rendre fiables, peu couplés et du niveau production. Ça veut dire que vous ne devez pas avoir de perte de disponibilité, donc tout doit tourner correctement grâce à ça. Votre code, par contre, il doit toujours être fiable, hein, c'est le vôtre. Et moi, ce que je rajoute, c'est agnostique à la technologie. C'est vraiment un élément qui est important pour moi dans un monde microservice. Ça ne sert à rien de se dire on fait des microservices si à chaque fois on reprend la même stack partout. On a des fois des besoins si on fait juste un CRUD, ok, mais si on fait des analyses d'images, si on fait du machine learning, on ne va pas forcément devoir toujours se taper la même stack technique. Donc, que ce soit au niveau du langage, vous pouvez prendre n'importe quel de ces éléments-là, créer un microservice et l'instrumenter avec Istio. Vous allez donc avoir même les frameworks.
Encore une fois, pas obligé d'avoir un framework custom qui va vous permettre de faire ce que vous voulez. Et les frameworks d'entreprise aussi, ça c'est ma hantise. Donc là, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Et pas seulement ceux créés donc majoritairement par Netflix là je cite Spring Security, parce que ceux-là, ils vont vous enfermer dans une coquille. La JVM est très bien et je développe dessus, mais au final, si des fois vous avez besoin de faire un truc en bash qui se lance un cron toutes les 4 heures, ben, vous n'allez peut-être pas vouloir vous tirer une appli avec du Spring Boot, avec un Histrix ou un Eureka pour du service discovery. Pour moi, je n'ai pas l'intérêt. Et c'est vraiment ça qui m'importe. Et en plus, vous allez être aussi agnostique de l'infrastructure. Aujourd'hui, ça ne va pas trop se voir parce que je vais faire majoritairement du Kubernetes dans les démos. Mais le but de Istio, c'est de pouvoir le déployer dans n'importe quel service orchestrateur. Kube est un service orchestrateur d'ailleurs et pas un conteneur orchestrateur, donc il y a n'importe quel type de service qui peuvent tourner dedans. Et Istio, vous pourriez le mettre dans du Swarm. Aujourd'hui, Nomad et Consul sont supportés et on pourrait même le voir dans des VM. C'est quelque chose qui est souvent envisagé d'ailleurs avec Kubernetes, de gérer plutôt des VM que des conteneurs. Ben, ça passerait aussi avec Istio, puisqu'il n'est pas adhérent à la technologie sous-jacente. Et il va vous amener donc 4 points fondamentaux, donc l'observabilité de vos apps, le fait de les connecter, de les contrôler, de les sécuriser. C'est pour moi un nouveau niveau d'outils qui va vous permettre de développer. Aujourd'hui, si vous faites un dev, vous êtes centralisé sur une appli. Si vous allez lancer une requête HTTP depuis votre appli en mode dev sur votre IDE favori, ben la requête, elle part, c'est fini. Ça part dans un autre contexte et c'est plus dans votre contexte local de développement. Ben Istio, ça devient vraiment un outil distribué pour un monde qui devient distribué et qui va vous permettre donc de suivre ça à beaucoup plus haute échelle. Donc on va analyser son architecture et vous allez voir les différents éléments qui sont dans Istio. Mais d'abord, on va le placer dans le rôle des concerns au sein de notre infrastructure et au sein de notre cluster, même Kubernetes. On voit Kube, lui, c'est l'infra qu'il gère. Donc il va demander des nouvelles nodes, lancer des nouveaux pods, faire tout ce qui est en sa responsabilité pour que ce que vous lui avez dit de faire, avoir 3 réplicas, se soit appliqué. Ça, c'est nickel. Votre appli, elle fait son métier. Elle reçoit des requêtes, elle fait des choses, elle crée de la valeur et elle la fournit aux utilisateurs. D'une manière ou d'une autre, c'est votre code custom, c'est là où l'intérêt est. Et au final, nouveau buzzword, Istio arrive au milieu, donc ça met un service mesh, et lui, il va prendre la main, clairement, sur des éléments, donc le network, des security policy et plein de petites choses. Moi, quand je vois ça, quand j'ai vu ça au départ, j'étais un peu interrogatif. J'utilise beaucoup Kubernetes et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un overlap. Kubernetes gère par exemple des network policy qui permet d'empêcher des pods de communiquer entre eux. Istio va le faire aussi, ou en tout cas d'une autre manière. Istio va le faire même mieux, il sait gérer les noms de domaine lui. Votre app, potentiellement, vous avez peut-être géré du retry dans les appels HTTP au cas où le truc distant se plante. Istio peut le gérer aussi. Donc, il va falloir bien choisir qui fait quoi et qui a la responsabilité de chacune des choses pour pouvoir travailler de manière sereine. Après, ça marchera, mais si vous avez un retry sur votre app qui va relancer 3 fois et qu'Istio va le faire aussi, attendez-vous à avoir pas mal de retry. Dans son architecture technique interne, il y a 2 éléments, le data plane, le control plane. Le data plane, c'est représenté par un proxy qui va être déployé à côté de chacune de vos apps. Donc là, c'est une app Micronaut Kotlin. Quand je vais la déployer, le proxy va être injecté. Et quand mon appli va vouloir faire une requête depuis l'intérieur ou recevoir quelque chose de toute façon, ça passera par le proxy, qui aura réécrit les règles IP-tables à l'intérieur du pod. Et donc, toute communication passera par le proxy et ira vers un autre proxy. Donc là, en face, c'est une appli en Python Flask qui aura elle-même un proxy, donc les 2 proxys vont communiquer entre eux, tout le temps. Et ça, partout dans votre cluster, si vous avez activé de manière globale ou dans les namespaces où vous l'avez activé. Et donc, il n'y a plus que Istio a pris en main le cluster au niveau réseau et a mis ses proxys un peu partout, donc c'est lui qui fait la communication.
Et ensuite, il y a le control plane, donc à l'image de ce que Kubernetes a dans son kubesystem, il y a un Istio système qui va contenir donc là les 3 éléments principaux. Je ne vais pas tous les détailler, mais Istio est construit comme une infrastructure microservice d'aujourd'hui avec plein d'éléments différents. Tout d'abord le pilote, donc c'est celui qui va recevoir les configurations que vous allez écrire et qui va les propager aux différents proxys. Donc le but de ça, en fait, c'est une base de données éventuellement consistante entre le pilote qui a toutes les infos et les proxys qui reçoivent les mises à jour de toutes les infos. Le mixeur qui, lui, va être appelé par le proxy à chaque fois qu'il va y avoir un appel vers l'extérieur. Donc l'extérieur, un autre pod par exemple. Et il va demander, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, non. Il y a plein de raisons pour lesquelles il pourrait ne pas avoir le droit, du rate limiting, de règles de sécurité ou autre. Donc il demande, il vérifie. Et en même temps qu'il demande, il envoie toutes les métriques. Donc c'est le mixeur qui va garder toutes les informations de métriques collectées par Istio pour pouvoir vous les proposer après. Et le dernier point important, c'est Citadel, celui qui est en charge de la sécurité au sens certificat majoritairement. Donc quand il y a des connexions qui vont être chiffrées, c'est lui qui va faire tout le taf. Et donc là, vous avez, si on prend sans Istio, vous n'aviez que votre service A et service B dans leur pod respectifs, mais avec Istio, vous allez avoir le proxy et les différents éléments dans le système, dans l'Istio système. Et ça va vraiment représenter ce qui va nous aider à travailler de manière plus efficace pour couvrir les 4 points que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et donc là, je vais les détailler, on va voir ce qu'on peut en faire. Donc l'observabilité, c'est vraiment pour moi l'un des éléments les plus importants. Avec ou sans Istio, je refuse de livrer une application que je ne suis pas capable de monitorer. Parce que le jour où quelqu'un me dit il y a un problème dans ton app, je suis à poil, je suis obligé de reprendre le code et de me dire t'as appelé comment, donne-moi la requête d'entrée. J'aime pas devoir poser cette question à des utilisateurs parce que c'est mon appli qui a été appelé, t'as qu'à te débrouiller pour loguer les éléments, les sécuriser comme il faut, mais en tout cas être sûr de pouvoir travailler correctement. Istio va vous permettre, sous certaines conditions, de déployer un sacré nombre d'outils open source majoritairement. Jaeger qui allie Zipkin, Grafana, et il y a même un Prometheus derrière pour collecter tout ça, et qui va vous permettre de travailler sur la data et d'observer comment vos systèmes réagissent. Donc là, par exemple, ça c'est ce que je vois très souvent en code review. Donc on fait du réactif et il n'y a pas tout le monde est confort avec les applis réactives. Et on voit que la différence, alors je vous ai écrit la réponse dans le slide, la différence entre les deux endpoints là, c'est juste cet opérateur. Quelqu'un qui ne connaît pas l'opérateur, ça passe en code review. Mais en fait, il va se passer un truc, c'est que ça va passer soit en parallèle dans un cas, soit en séquentiel. C'est con de faire du séquentiel quand on peut faire du parallèle. Si ça passe dans la code review et que vous ne monitorez pas vos apps, vous n'allez pas être capable de dire là j'ai un goulot d'étranglement, là j'attends le retour d'une requête, alors qu'au final je pourrais tout paralléliser. Et avec Istio, vous allez avoir des traces distribuées, donc avec Jaeger, qui va récupérer, donc les proxys vont faire leur taf et envoyer les métriques et dire là moi j'ai reçu quelque chose et c'est ressorti à tel moment. Et on voit bien que les deux appels là, ils sont en séquence. Alors qu'avec l'autre méthode, ils sont parallèles. Donc l'échelle est très très grande là, on est à la milliseconde, donc ça se voit moins. Mais c'est quand même quelque chose d'important de pouvoir suivre ce qui s'est passé et où les appels ont pris du temps, généralement quand on essaye de faire des optimisations de perf. Ensuite, il faut voir comment votre cluster et votre topologie se fait à l'intérieur de votre système. Et là, Kiali va vous permettre de fournir un graphe, on l'utilisera dans les démos tout à l'heure, qui va vous dire, voilà, ça tourne comme ça, tel élément parle avec tel autre. Et vous allez avoir un dashboard qui va décrire tous vos workloads, toutes les communications, qui est avec quoi, comment, pourquoi, potentiellement. Et vraiment, vous allez avoir en point d'entrée cet élément-là qui va vraiment être super utile dans votre travail de tous les jours pour monitorer et suivre. Mais pour monitorer encore plus loin, il y a Grafana. Généralement, dans l'open space, moi, je dis qu'il faudrait un écran juste pour le Grafana, sur le mur, sur la prod. Et comme ça, vous pouvez savoir la disponibilité de votre prod. En tant qu'ops, c'est super pratique. Et ça, Istio va automatiquement le configurer. Vous n'avez même pas à toucher. Vous déployez un service, il y aura automatiquement un dashboard Grafana qui va être créé pour ce service, pour ces services, et vous permettre de voir, donc là, j'ai volontairement tué un pod, il n'y avait pas de réplication, j'ai des erreurs 500 qui sont montées, ça vous l'affiche directement.
Et ça, je trouve que sur un écran dédié dans un bureau d'Ops, c'est super pratique. Donc quelque chose d'aussi complet avec tous ces dashboards qui viennent gratuitement. Alors oui, je mets des guillemets sur le gratuitement, ça reste des applis que vous déployez dans votre cluster. Donc comme toute appli, elles amènent certaines choses. Là, il y a du stockage, parce qu'il faut bien les stocker, toutes ces métriques. Donc si je prends la version démo que j'ai déployée tout à l'heure, et je vous montrerai en démo, techniquement, je tue Jaeger, je perds ces datas, parce que j'ai juste pas mis de manière de stocker la data de Jaeger correcte pour que ce soit sur un stateful set ou ce genre de choses. Donc, ça vient gratuitement, mais il faut se dire que on va gérer aussi ces applis-là, il faudra les mettre à jour, il faudra faire des choses. Donc, c'est des bons outils, mais il faut en prendre soin. Donc, maintenant qu'on sait observer nos applis, on va les connecter. Et pour les connecter, c'est du YAML. Donc, je commence à voir de plus en plus de personnes qui commencent à apprécier le YAML, moi y compris peut-être. Ça s'appelle un syndrome de Stockholm. Faut pas... On s'habitue, et à force de s'habituer, on vit avec. Donc, il y en a encore plus de YAML. C'est-à-dire que tout ce que vous écriviez jusqu'à présent avec Kubernetes, vous le gardez et on va rajouter des choses. Donc, ça ne remplace pas, ça s'ajoute. Et il y a 4 éléments principaux pour la configuration d'Istio. Le premier, c'est le virtual service. Alors, il y a une définition. Moi, personnellement, la définition d'un virtual service, c'est comment je configure le proxy quand ça sort de ce système. Donc, j'ai un service A. Quand il y a une requête qui sort, qu'est-ce que ça doit faire? C'est dans le virtual service. Et donc là, je dis, ça le route vers la destination host UI V1. Donc, c'est ma définition d'un virtual service. Et un destination rule, c'est l'inverse. C'est ce qui est sorti, c'était de l'autre côté. Là, quand je reçois une requête, c'est la définition de la destination rule. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, en fait, je vais décrire les différents subsets avec le host et ce genre de choses. Donc là, c'est quelque chose qui définit l'entrée dans un proxy. Et il y a 2 autres éléments un peu moins importants, vous n'êtes pas forcément amené à les utiliser, mais il y a le service entry qui est assez pratique, c'est une bonne méthode de dev et de DOPS, c'est quand vous attaquez une API externe, au lieu d'attaquer directement l'URL extérieure, imaginez que demain on vous dise là je te développe une API, je la mets sur un serveur externe, mais demain elle sera dans ton cluster. Avec un service entry, vous allez pouvoir définir un truc comme s'il était à l'intérieur du cluster, mais qui route vers l'extérieur. Et le jour où vous le ramenez dans votre cluster, vous n'avez à changer aucune configuration sur les autres services. Tout fonctionnera tel quel. Vous aurez juste à enlever le service entry, vous aurez déployé quelque chose à l'intérieur. Jusqu'à il y a peu, d'ailleurs, c'était une des méthodes pour communiquer vers l'extérieur. Dans Istio 1.0, toute communication vers l'extérieur du cluster était bloquée. Ça posait tellement de problèmes de devs qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, que maintenant, ils ont débloqué par défaut en 1.1 les communications vers l'extérieur. Moi, j'aimais bien que ce soit bloqué par défaut, parce qu'en opt-in, on dit, là, je dois communiquer vers l'extérieur. Et au moins, comme ça, si vous avez une librairie qui commence à partir en folie, à miner du Bitcoin et à aller envoyer vos datas en Chine, ça ne partait pas. Donc, perso, je le rebloque en 1.1. Et le dernier élément, c'est la gateway. Je vous parle depuis tout à l'heure de suivre la vie d'une requête au sein de votre cluster. Vos services, ils ne sont pas exposés directement vers l'extérieur. Il y a généralement un ingress ou ce genre de choses. C'est la même chose dans Istio. On va avoir des gateways qui vont recevoir le trafic et qui vont les forwarder sur différents éléments à l'intérieur de votre cluster et qui, des gateways en sortie aussi, vont le forwarder vers l'extérieur. Et en fait, ce sont juste 2 proxys, le même qu'on a vu tout à l'heure, mais ils n'ont pas votre app à côté. Ils sont tout seuls aux 2 extrémités du cluster et ils vont recevoir le trafic et le router à l'intérieur. Et si on regarde donc les 2 éléments, le virtual service et destination rule, en fait, le lien il se trouve là. C'est le host de l'un pointe vers le host de l'autre et le subset de l'un va vers l'autre. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a connecté nos applis. Maintenant, on va pouvoir s'amuser. C'est le côté fun. On va contrôler. Et vous avez beau avoir un maillage extrêmement complexe de tous vos microservices à l'intérieur de votre cluster, vous avez déjà vu sur les slides la totalité des éléments utiles pour contrôler tout ce qu'il faut avec Istio. Parce qu'en fait, je vous ai caché un truc sur le slide d'avant, c'est que le virtual service, il y a une valeur par défaut, qui est celle-ci, match. Donc là, j'ai mis un critère vide. Ça veut dire que tout le monde match. Mais juste sur cet attribut-là, on va pouvoir faire énormément de choses et contrôler la direction du trafic à l'intérieur de votre cluster.
Et ce que je vais vous décrire, c'est le workflow potentiel de mise en prod aujourd'hui que j'applique et qui permet de s'assurer de manière quasiment totale que tout va marcher quand vous passez en prod sans avoir d'indisponibilité. Donc c'est vraiment le production pass obligatoire de mon point de vue. Et pour ça, il commence avec le traffic mirroring. Donc si j'ai une appli, que je développe une nouvelle fonctionnalité, ce que je dis en premier, et on m'engueule pour ça, moi j'ai envie de tester en prod. Oui, c'est pas bien que nos utilisateurs soient les premiers testeurs, donc je veux que l'expérience utilisateur reste bonne, mais par contre, il n'y a qu'en prod que j'ai le vrai trafic, avec les vraies datas. Parce que ma QA, certes, elle suit des cahiers de test ou elle va en mode exploratoire, mais des fois, ils ne vont pas assez loin que tous les utilisateurs. Donc grâce à ça, au mirroring, je vais pouvoir prendre le trafic, juste en le décrivant dans un fichier YAML, et dire tout le trafic qui part sur V1, donc les utilisateurs ne verront que la version 1, mais en même temps, tu l'envoies sur V2, parce que moi, je veux vérifier que mon appli, elle marche. Donc c'est là où je fais une jolie démo. Donc je vous ai déployé, hop, je vais poser ça. Déjà, il y a la page HTML qui a fait KO, ça commence bien. Donc là, vous voyez Kiali. Alors, désolé, avec le zoom, c'est pas forcément super pratique. En haut, ici, c'est une requête curl qui tourne en boucle. Donc, vous voyez, il y a la date qui évolue. Et j'appelle la V1, donc j'ai UI V1 qui tape sur Search V1. Je voudrais que la UI V2 soit appelée. Donc là, ce que je vais faire, c'est lancer juste un nouveau déploiement qui va prendre les fichiers. Alors, le réseau fait que ça va se faire gentiment. Et donc petit à petit, là, ce qui se passe, c'est que j'ai configuré, comme je vous l'ai décrit, pour que le système envoie les requêtes à V2 en parallèle de V1. Donc là, V1, on le voyait tout seul. Si j'active les nodes qui ne sont pas utilisés, ce qui m'a reseté aussi la UI, là, on voit que V2 est resté tout seul, donc il ne reçoit pas de trafic. Si je rafraîchis, allez, s'il te plaît... Ça va être le fail de démo. Voilà. Vous voyez que le trafic de V2, c'est petit, je suis vraiment désolé, le trafic de V2 part vers Search, alors qu'au final, la UI ne pointe pas vers V2, parce que c'est du fire and forget, donc il envoie les requêtes, l'autre pourrait planter, on s'en fiche, ça continue. Ne faites pas ça avec des databases. Parce que si vous attaquez votre database, vous allez recevoir 2 fois la même requête, et vous allez tout casser. Donc, prévenez, mettez un mode de conf qui... permet de tester votre microservice et pas tout ce qui se trouve derrière, parce que là, Search, il se prend le double des requêtes. Donc, je repars côté slide, hop, ici. Et ça, j'ai trouvé un bug dans Google Slide. Je perds, hop, si je fais la démo à côté. Allez, reviens. Donc là, quand le système tourne, vous allez le monitorer parce que vous allez vérifier que la V2 reçoit bien le trafic et fonctionne correctement. Est-ce qu'elle consomme pas trop de RAM? Est-ce qu'il y a des erreurs 500? À partir de là, c'est vraiment le moment où vous allez suivre, mais suivre quasiment dans le cas réel. Et vos utilisateurs, ils ne verront rien, mais par contre, votre système, vous allez pouvoir le valider. Ensuite, la phase de Canary. Alors, le Canary Deployment, donc ce sont les îles Canaries, ça va être de dire, et donc on retrouve notre terme match de tout à l'heure, de dire, bon, j'ai benché mon appli, elle recevait tout le trafic, c'est cool. Par contre, maintenant, je voudrais que sur certains cas, certains users, par exemple, tu les routes vers la nouvelle version. Et donc, eux vont être peut-être nos bêta-testeurs. Ça, c'est assumé. Mais par contre, ça ne touche pas les utilisateurs qui étaient sur la version précédente avant. Donc là, une simple modification dans l'YAML, comme tout à l'heure, va nous permettre de faire ça. Donc là, je le rejoue. Hop. Et donc, UI, V2 et Canary. Et donc là, tout ce qui se passe en haut reste cohérent. J'appelle de l'ancienne manière, donc il n'y a pas de différence. Par contre, en bas, donc dans cette partie-là, je rajoute juste un header qui est version bêta. Et c'est ce qui va faire que l'utilisateur va passer sur la V2. Et là, vous voyez directement dans les logs, donc là, je l'appelle encore plus fréquemment en plus, que c'est la V2 qui est appelée. Donc si je rafraîchis cette UI, allez, fais ton travail. Je vais la rafraîchir globalement.
met toujours un peu de temps. Parce qu'au final, ce qu'il faut, c'est que les métriques remontent des différents proxys dans le mixeur qui ensuite est appelé par Kiali. Donc, allez. Il fait les métriques, voilà, et il fait les métriques, la moyenne sur les dernières minutes. Donc là, on voit que le trafic part vers V1 et part vers V2 en parallèle. Donc V2 est appelé plus souvent parce que j'ai une fréquence beaucoup plus élevée sur cette partie-là de l'écran que sur celle-ci. Donc là, j'ai réussi à faire quelque chose qui permet d'envoyer le trafic sur les premiers et par contre, certains utilisateurs, sur certaines conditions, partent vers le deuxième. Et ça, juste avec un bout de YAML. Le faire avec un Nginx, c'est pratique, c'est faisable. Pratique, je ne sais pas si c'est le mot. Mais encore, là, c'est juste du déclaratif. Il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas de choses custom. C'est juste Istio qui va le faire pour vous. Et avec cette notion de matching, vous allez pouvoir matcher plein de choses. Là, j'ai été feignant, j'ai matché qu'un service. Mais je pourrais matcher à plein de niveaux, sur des ports, sur des URL. Il nous est arrivé de migrer un endpoint d'un service vers un autre service grâce à ça. Parce qu'au final, on lui dit, si ça part sur cet élément, tu le migres sur un autre et ça nous a permis de bencher une autre manière de faire en parallèle. Donc, les possibilités, en fait, elles sont folles parce que la quantité de paramètres sur cet élément-là est juste énorme. Il y en a un qui est totalement fou, mais quand on a des clients qui ont des infrastructures qui sont très très peu mobiles et qui nous disent on voudrait vous appeler bien sur la nouvelle version, mais on ne peut pas redéployer avant 6 mois. Vous nous attendez moyen. Donc nous, ce qui se passe, c'est qu'on est sur Google Cloud, donc on a le load balancer en amont qui garde la requête, l'IP de la requête, et sur ça, il nous l'injecte dans les headers. Sur ça, nous, on va pouvoir migrer un client pour voir si lui, dans sa nouvelle, avec son ancienne appli, il arrive à taper sur nos nouveaux endpoints sans problème. Donc on le prévient, on lui dit là, telle date, on va migrer, que vous. Et au moins, ça permet de faire ça. Alors, c'est une stratégie bizarre, mais on peut aller jusque-là. À partir du moment où vous avez des infos discriminantes, vous pouvez très bien router le trafic comme vous voulez. Et à partir de là, donc, vous avez fait du mirroring, vous avez splitté le trafic. Il serait temps de passer en prod quasiment. Mais dans Kubernetes, si vous passez en prod, le truc est très bourrin. Je tue une ancienne version, j'en déploie une nouvelle et j'attends qu'elle ait démarré. Ensuite, je tue l'ancienne. C'est le rolling update standard. Il y a d'autres techniques où vous utilisez des labels derrière des services. Mais si vous voulez jouer finement sur la quantité de trafic qui part vers une ancienne version et vers une nouvelle, là, vous pouvez dire, je fais du 90-10, je vais avoir 10% de ma prod qui va partir sur l'ancienne. Vous pouvez même mettre des matchers pour dire en fonction de certaines conditions, mais vous pouvez le faire. Et grâce à ça, vous allez répartir votre charge et pouvoir, encore une fois, suivre et monitorer facilement n'importe quel service en lui faisant partir du trafic. Donc là, si je vous le montre, il va toujours avoir le décalage. KUTS, UI, V2, et donc là, c'est la version, je ne me rappelle plus le nom, Traffic Splitting. Donc là, je crois que par défaut, j'ai mis... donc là, vous allez voir la V1 qui va vite repasser ici. Allez, petite. Non, là, j'ai mes requêtes qui sont bloquées en haut, forcément. Hop. Donc ça bougeait pas beaucoup depuis tout à l'heure. Hop. Voilà, donc là, elle est repassée sur V1 parce que j'ai enlevé la notion de bêta. Il n'y a plus de bêta-testeurs, maintenant, il n'y a que des users. Et on a certaines requêtes qui vont passer en V2 et d'autres en V1. Si je regarde le fichier que j'ai, avec le truc incliné, c'est un peu sport, que j'ai mis sur le traffic splitting, wait, j'ai mis du 10 sur la V2 et du 90 en bas. Donc là, je vais passer en 60... Ouais. 40 pour l'ancienne, 60 pour la nouvelle et 40 pour l'ancienne. 40, sinon ça va faire des chocs à pic. Hop. Je le réapplique. Et donc là, on va commencer à avoir beaucoup plus de V1, V2 et d'ailleurs de V2 qui vont apparaître. Et là, les requêtes continuent à tourner. Et vous voyez sur la partie droite la représentation du trafic qui est envoyé sur chacun des éléments. Je pourrais l'afficher en pourcentage, mais vu que c'est sur la dernière minute, de toute façon, il y a toujours un décalage. Mais ça tendrait à atteindre les métriques que je vous ai mis dans le fichier. Donc là, si mon pass-slide marche encore, ça sera mieux. Donc c'est mes slides de backup au cas où. On va avoir
la main sur le trafic et donc on va pouvoir monitorer clairement et faire évoluer les choses petit à petit pour avoir à la fin un 100% sur la V2 et un 0% sur la V1 sans aucune extinction de pod. Il y a même des outils maintenant, je crois que c'est Flagger, qui permet de faire ça. Vous branchez un truc qui se branche sur Istio et sur les métriques Prometheus et qui va le faire pour vous à intervalles réguliers de monter le nombre le pourcentage vers la nouvelle version. Et s'il détecte des erreurs sur la nouvelle version, il commence à revenir en arrière. Et avec ces 4 éléments-là, pour moi, c'est le holy grail de la mise en prod. J'ai réussi à mettre en prod une appli sans perdre une requête, avec pourtant une quantité de requêtes entrantes. Alors là, c'est des curls qui tournent en boucle, mais en me faisant attaquer, matraquer. Mais j'ai perdu 0 requête parce que j'ai toujours tous les pods qui tournent. Là, à la fin, si je mettais 100% dans le slide que vous avez vu, j'ai encore mon appli V1 qui tourne. Elle est là, hein, sauf qu'il y a 0 requête qui arrive vers lui. Donc de toute façon, on ne peut pas perdre de requête puisqu'on n'éteint personne. C'est bien d'être résilient pendant la livraison, c'est aussi bien de l'être au fur et à mesure, durant la vie de l'application. Et Istio va vous faciliter encore la vie là-dessus, en essayant de prévenir les erreurs et de vous aider à les gérer. Donc, c'est des points que je vous ai évoqués en partie tout à l'heure. Par exemple, sur la partie des retries. Dans votre code, moi, je déteste coder un truc. Alors, il y a Resilience4j qui se base sur Waver, qui est très bien, hein, mais qui permet de faire des retries pour vous. Perso, en test unitaire, c'est une horreur. Et votre métier, il n'est pas là. Quand vous créez de la valeur, c'est pas de penser au fait que l'infrastructure, elle est fragile. Ben là, grâce à ça, dans votre code, vous allez faire un simple appel, pas tirer une dépendance pour rien, et c'est encore une fois le proxy qui va faire la requête pour vous. Donc là, un certain nombre de fois et qui va faire des retries, voire même il va mettre un décalage entre les différentes requêtes pour éviter de surcharger des systèmes. Donc si on se le représente, cette fois-ci qu'avec un graphique, je vais faire une requête, ça passe par le proxy, il se fait envoyer péter la première fois, la deuxième fois aussi, la troisième fois il retente, ça marche, votre appli elle est contente et votre appli ne sait même pas que c'est parti plusieurs fois, elle a fait qu'un seul appel HTTP. Ensuite, il y a le traffic limiting. Le rate limiting, pardon. Et ça se fait au travers d'une configuration, donc cette fois-ci qui est côté destination rule, qui va définir en fait la quantité de trafic que vous voulez accepter. Alors ça, quand on prend une appli un peu legacy, qu'on la met dans un cluster, elle ne tient pas beaucoup, elle s'est encaissée 2 requêtes secondes. Je le vois souvent. Est-ce que tu pourrais éviter de la matraquer ? Ok, mets ça sur ton service et ça va limiter le nombre d'appels. Donc, la configuration est un peu bourrin là. S'il y a quelqu'un qui l'appelle, donc le premier service l'appelle, ça va passer. S'il y en a une deuxième en parallèle, KO. La requête, elle est dégagée. Ça, vous pouvez le marier avec du retry, ce qui fait que les choses vont quasiment s'ordonner naturellement, majoritairement. Après, il ne faut pas rêver, ça ne va pas faire des miracles. Si votre appli, il faut qu'elle puisse tenir la charge. Et vous allez aller encore plus loin avec de la notion de pull injection. J'aime beaucoup cette notion parce qu'elle permet, dans certaines applis qui, quand on a des garbage collectors ou d'autres systèmes, elles peuvent s'essouffler, elles peuvent mettre du temps à traiter les choses quand tu as des fuites mémoire ou ce genre de trucs. Ça va vous permettre en fait de dire que votre appli, sur certaines conditions, si elle répond en erreur trop souvent dans un laps de temps, tu la mets au frais, tu la laisses de côté, parce que son health check est encore up. Hein. Elle dit envoie-moi du trafic, hein. Mais en fait, elle ne sait pas le gérer, elle n'arrive pas. Ce qui va se passer, c'est quand un appel là, dans mon cas, la config est encore une fois violente, un appel échoue, tu mets l'appli au frigo pendant 5 minutes. Donc elle est là, elle ne redémarrera pas, hein, parce que ça peut coûter cher de redémarrer parfois certains pods, mais elle ne recevra plus de trafic. Donc le reste du monde continue à vivre sans elle, le temps passe, et au final, au bout d'un certain temps, logiquement, les GC sont passés, il y a peut-être eu un autre chose qui va se passer dans votre système, un cron qui va potentiellement virer du cache, j'en sais rien. Elle va se remettre à accepter du trafic. Rien ne dit qu'elle va quand même pas faire des erreurs 500, mais ça permet de la soulager un peu et de prévenir un dysfonctionnement potentiel. Et encore une fois, ça, c'est 4 éléments qui permettent de fiabiliser vos apps sans pour autant avoir à les coder dans vos apps. C'est dans l'infrastructure avec Istio directement. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on peut aller foutre le bordel là-dedans. Ce que j'adore faire, c'est on va injecter des erreurs.
Si on prend, ça c'est un code que j'écris trop souvent, c'est un truc tout bête, hein. On fait une requête, je vais regarder si je l'ai dans le cache. Si je ne l'ai pas, ou que le cache il est pété, ce qui peut arriver, je vais regarder dans la DB. Ça permet de répondre rapidement. Ça, testé unitairement, bon, ça marche, mais c'est pas le vrai. Le vrai cas, c'est pas en test unitaire que j'aimerais le voir, c'est en prod potentiellement, quand on m'autorise à le faire. Donc, ce qui va être possible de faire, c'est de définir sur le virtual service. Donc, quand ça sort, le virtual service va vous dire, en fait, vous allez le décrire vous-même. Vous allez dire, quand ça sort sur tel élément, tu vas faire 10% du temps des erreurs 400. Et on verra ce qu'il adviendra. Et votre service, vous allez pouvoir voir s'il sait réagir correctement. Donc là, dans mon code, j'ai demandé le cache. Et le cache aurait été pété, alors qu'en vrai, il y est. Alors, il y a une autre technique qui était de buter le cache directement en live. Le problème, c'est que quand on a des caches qui sont extrêmement performants, ils redémarrent plus vite que ce que vous avez le temps de faire une requête HTTP. Donc, on ne voit même pas de temps d'indisponibilité, surtout quand ils sont eux-mêmes répliqués. Et vous pouvez mettre la logique des matchers que je vous ai montré tout à l'heure sur cet élément-là, bien sûr. Donc, vous allez pouvoir dire, mets des erreurs 400, pas sur tout un service, mais sur une URL, peut-être avec certains paramètres. Donc, de manière très précise, vous allez pouvoir tester. Les équipes de Chaos Engineering s'éclatent avec ça. Ils vous déploient des fichiers YAML qui décrivent ce genre de choses et votre appli doit tenir. Le dernier point sur Istio, moi je me régale avec celui-ci, c'est la sécurité. Parce que Istio va vous amener, du fait de prendre le contrôle sur un peu de toutes les communications à l'intérieur, va faire monter le niveau de sécurité de votre système. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait de l'authentification mutuelle SSL entre deux applications. Là, j'ai pris Java par exemple, JVM. C'est galère entre les frameworks et les technos, c'est chiant. En plus, quand vous faites du microservice, puisque j'ai dit qu'on pouvait faire plusieurs technos, chacun va le faire à sa propre manière, dans son coin, voire même, je vous ai parlé tout à l'heure de Bash. Si vous avez un truc en Bash, faire du mutual SSL en Bash, allez trouver la doc. C'est possible, mais avec du curl franchement, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et en plus, en dev, j'ai des devs qui le désactivent. Parce que c'est chiant de devoir faire un curl -K pour accepter les certificats qui sont mis quand c'est pas plus. Donc j'ai encore eu récemment une merge request où les fichiers de certificats étaient commentés. Et si on ne l'avait pas vu, ça partait en prod. Donc un peu dommage. Donc vraiment, c'est pour nous aider. Donc ça, il suffit dans Istio de déclarer ces deux fichiers YAML. Donc une policy qui va dire on fait du mutual SSL et une autre qui dit on le fait. Donc c'est une destination rule mais qui va s'appliquer à plusieurs éléments. Et là, ça va être sur tout un namespace. Dans ce namespace-là, tu fais du mutual SSL. Et à partir de là, toutes vos communications avec Citadel vont être chiffrées. C'est-à-dire que Citadel va déployer les certificats dans des volumes montés sur les proxys. Les proxys vont les détecter, les utiliser, sécuriser la connexion. Vous n'avez rien eu à faire. Les certificats sont valides et ils tournent. Parce qu'il n'y a rien de pire que la sécurité qui vous dit « Allez, on met un certificat, mais par contre, ça fait 4 ans qu'il y est et on l'utilise et il faut que toutes nos applis, en plus, ce n'est pas des vrais certificats, on les a forgés nous-mêmes et il faut qu'on modifie les keystores de chacune des applis. » Moi, quand on me dit ça, je pleure. Et après, je ne le fais pas. Donc voilà, là, l'avantage, c'est que c'est un service qui vous est fourni, qui le fait pour vous, vous développez en HTTP, peinard, et derrière, c'est sécurisé puisque la communication entre le proxy et le pod, et le proxy, votre app, c'est du localhost, donc il n'y a pas d'intermédiaire. Un autre élément que je trouve assez intéressant à utiliser, c'est l'authentification as a service. Il y a beaucoup de systèmes qui permettent de le faire, mais là, c'est directement codé dans le proxy. En fait, avec 3 YAML, pour pas tricher, vous allez juste définir qui est l'issuer. Donc, l'issuer, c'est le certificat public du token JWT que vous allez recevoir. Donc là, je définis un truc, c'est même stocké sur un des articles de blog, je l'ai stocké sur GitHub, il est en public. Donc je définis ça, ça va devenir une autorité acceptée par les différents proxys. Et ensuite, je vais définir une airbag config. Donc, on est dans du Kubernetes, on a quelques biais par rapport à cette technologie-là. Donc là, je vais juste définir une config qui dit, bon, sur tel namespace ou tel service, dans ce cas-là, c'est un service, pardon, tu vas avoir la logique
de airbag config qui va s'appliquer. Or, un airbag config, il n'y en a qu'un dans tout le système. C'est lui qui va définir tout. Il n'y en a pas un par namespace, service ou autre. Et ensuite, vous allez dire, donc encore une fois, c'est un service role et un service role binding, c'est la logique Kubernetes. Vous allez dire donc qui et quoi. Donc le qui, c'est sur la partie droite, donc qui est un customer. Donc un customer est quelqu'un qui, dans son token JWT, donc request, auth, claim, contient pour la valeur groupe un customer. C'est un peu verbeux, mais ça fait le taf. Et en fait, ça vous permet de définir qui, et donc l'identité de la personne, son rôle dans ce cas-là. Et ensuite, à gauche, c'est qu'est-ce qu'il pourra faire. Donc là, il pourra appeler sur UI le endpoint que j'ai écrit en get. Et rien qu'avec ça, vous allez avoir une authentification JWT sur vos services à l'intérieur même de votre cluster. Ça peut être entre services, mais ça peut être aussi depuis l'extérieur si vous mettez un issuer connu comme celui de Google par exemple. Donc ce qui va se passer, c'est que le système va recevoir le token JWT, le déchiffrer, vérifier que groupe est égal à customer, il le valide, c'est bon. S'il le reçoit et que la valeur de groupe est différente, il rejette la requête. Malheureusement, aujourd'hui, il rejette la requête en plain text. C'est un peu chiant, il faudrait bidouiller ça pour l'avoir dans un format plus JSON-friendly. Mais de toute façon, c'est jeté et votre système n'a même pas accepté la requête. Donc ça, ce sont tous les points. Il y en a plein d'autres. Plein de fonctionnalités dans Istio, mais c'est vraiment les gros points importants dans Istio qui vont vous permettre de démarrer avec ça. Il y en a d'autres petits, ça commence à d'autres petits points intéressants, à toucher des détails techniques. Je parle de proxy depuis le départ. Le proxy, c'est Envoy. C'est un proxy développé en C++. Malheureusement, le développeur a dit que c'était son dernier projet C++, il allait se mettre au Rust. Il est customisable, Envoy. Alors là, il y a un fichier YAML qui est un peu verbeux et qui pointe vers Envoy. Donc c'est un détail technique, hein. Normalement, on n'est pas censé y toucher. Mais ce qu'on peut faire, c'est rajouter des fonctions. Donc c'est du Lua. Donc c'est pas compilé à ce moment-là, mais ça reste quand même pratique. Et on va pouvoir faire des choses. Donc, par exemple, injecter un header HTTP en entrée ou en sortie. C'est l'exemple, le Hello World sur Envoy. Moi, un des éléments intéressants que j'ai à faire pour le taf, c'est de recevoir le token JWT, le lire, sortir le rôle et le rôle le mettre dans un header HTTP. Donc au final, j'ai translaté une sous-partie du token JWT dans un autre header. Mon appli, derrière, elle n'a même plus à décoder le token JWT, elle a juste à lire une valeur qui a été translatée dans un autre header. Et donc demain, si vous changez la méthode d'authentification, parce que la nouvelle méthode, ce n'est plus du JWT, mais par exemple les cookies reviennent à la mode ou le macaron fait surface, ben, de toute façon, ça pourra marcher parce que votre appli n'a même pas connaissance de l'implémentation de l'authentification. Et c'est votre proxy qui va faire le taf pour vous. Il y a un autre point, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas tourner dans un cluster. Moi, aujourd'hui, je ne prends pas le risque de mettre, par exemple, du state fort, type une database. Ben, vous pouvez, avec Istio, puisqu'il est agnostique de l'infra, aller taper sur une infrastructure différente. Donc, le Mesh Expansion, il va vous permettre, par exemple, de mettre une VM, qui n'est qu'une VM, hein, qui n'est pas un node Kubernetes, comme un élément de votre cluster. Et il sera régi sous les mêmes règles. La seule problématique, c'est qu'il faut qu'on expose Pilote, Citadel, le mixeur, qu'on l'expose à l'extérieur. Donc, il faut les sécuriser aussi. Mais ça permet de le faire et d'avoir un ensemble d'éléments de la meilleure manière possible pour vous. Si, en termes opération, vous ne voulez pas avoir une VM, une database dans un cluster, vous pouvez le faire. Et il y en a plein d'autres, je ne vous les détaillerai pas. Dans Istio, la doc est très bien faite. Il y a des exemples qui évoluent très vite et vous avez même toujours la doc de la version suivante en cours d'écriture qui est déployée officiellement. Donc vous pouvez très bien aller voir et jouer avec. Comment démarrer avec Istio ? Alors, il y a du Helm. Je ne suis pas fan de Helm. Il y a des YAML. Dans les deux cas, il y a beaucoup de paramétrage. Ils ont fait volontairement, pour faciliter ça, des profils.
Alors, il y a les profils default, il y a le profil démo à ne pas utiliser en prod. Il y a le profil minimal qui va mettre juste ce qu'il faut et après vous allez pouvoir tweaker. Chacune des fonctionnalités que je vous ai montrées, vous pourriez la désactiver dans ces 349 valeurs dans Istio. Ça prend du temps, c'est quelque chose en fonction de votre capacité en termes ops, en termes tech à l'encaisser. C'est vous qui allez mettre le curseur où vous voulez. Encore une fois, c'est un microservice. Vous réglez ce que vous voulez. Nous, on l'utilise sur GKE majoritairement. Toute la démo a été faite sur GKE, mais de manière standard. J'ai déployé Istio, mais ça tourne sur GKE. Donc, créer un cluster Cube sur Google Cloud, c'est extrêmement simple. Il y a même des profils maintenant qui ont été créés. Mais Istio, c'est juste une list box et vous allez choisir est-ce que tu veux Istio, oui ou non, une case à cocher, pardon, et vous allez définir est-ce que je veux du mutual SSL partout, oui, non. Si vous créez un nouveau cluster, vous gênez pas, mettez du mutual SSL, vous n'aurez même pas à le faire. Et là, très facilement, vous allez avoir toute la puissance de Google Cloud derrière pour vous aider et avoir des dashboards. Donc, ce que je vous ai montré avec Kiali, avec Jaeger et autres, vous ne l'aurez pas directement à l'intérieur, ce sera externalisé dans l'outil global de Google, qui est Stackdriver, et vous allez avoir des métriques dans un environnement unique de toutes vos apps, de toutes les communications, de tout ce qui se passe, de toutes les latences, voire même, ça j'adore, ça je ne peux pas vivre sans, les traces distribuées comme ça, qui injectent d'ailleurs les logs distribués au milieu des requêtes. Donc débugger, je l'ai encore fait hier, un problème de prod, ça prend 5 minutes parce qu'il suffit de trouver le log de corrélation et l'ID de corrélation et de redescendre toutes les requêtes en fonction de l'heure. Généralement, j'ai tout ce qu'il faut. Et ça, vous l'avez dans une interface unique. Et vous avez la suite d'outils global sans avoir à gérer cet état dans votre cluster. Parce qu'au final, Google envoie ça côté Stackdriver, dans leur infra, et par contre, vous gérez quasiment que du stateless dans votre appli, mais vous n'avez pas ces composants à gérer vous-même de manière globale. Et vous êtes encore compatible avec toutes les autres technologies de Stackdriver. Le premier, par exemple, c'est de mettre des breakpoints ou des logpoints dans une JVM. Ça, vous pouvez continuer à le faire, donc vous allez profiter de toute la puissance de Stackdriver et même l'étendre si vous avez des buckets ou ce genre de choses à des choses qui se trouvent en dehors de votre cluster Kubernetes. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. C'était assez dense. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Si Donc, certains ont des questions. Oui, n'hésitez pas. Je sais que je suis le dernier rempart avec la bouffe, mais n'hésitez pas. Ouais, le micro m'aidera. C'est le suspense le plus long possible. Voilà, bonjour, merci pour la présentation. Moi j'ai une question très simple, donc ça marche, ça a l'air super en tout ce qui est HTTP. Est-ce qu'il y a d'autres protocoles qui sont supportés? Je pense par exemple à du RTMP, des WebSockets, des choses comme ça. RTMP Ouais, par exemple, c'est une question pour de la vidéo ou des choses comme ça. C'est-à-dire c'est des connexions qui sont permanentes. Est-ce qu'Istio est capable de gérer ce genre de cas où on reste sur le Kubernetes qui est quand même très orienté HTTP quoi. Alors tu peux redescendre niveau TCP, il y a même gRPC. Après RTMP, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, donc je ne saurais pas dire. Ouais, mais c'est du TCP quand même. Donc normalement, tu peux retomber dessus. Après, je ne te le valide pas à 200% n'en ayant pas fait, mais c'est fait pour. D'accord, donc techniquement, on doit pouvoir accéder à tout ce qui est TCP. Quoi. Oui, okay. Après, il y a des choses à faire différemment. Oui, j'imagine que c'est pas directement. Tu n'auras pas les verbes HTTP, ce genre de choses, bien sûr. Ok, merci. Et du coup, juste une petite question. Donc tu disais que c'était stable. Ça, techniquement, si je le prends lundi, quand on essaye avant de le mettre en prod, il faut l'essayer. Mais il n'y a pas de problème à l'heure actuelle. Parce que Istio, moi j'ai beaucoup entendu dire que c'était pas encore prod ready et choses comme ça. Alors c'est parce que ça a passé très longtemps sans être prod ready avec ses versions 0 ou quelque chose et que beaucoup y allaient malgré tout. Donc forcément les retours à ce moment-là. Depuis, moi je l'utilise, ça passe. Après, il faut savoir ce qu'il y a dedans, si vraiment, comme dans du cube, quand tu commences à avoir certaines erreurs, il y a des choses qui peuvent s'être passées. En tout cas, sur GKE, vu que c'est managé, j'ai encore moins de soucis quand je l'utilise en mode comme là ou sur des POC un peu violentes où je fais du brute force sur certaines API, j'ai pas eu de problème. Par contre, ça consomme en ressources.
Parce que D'accord. forcément, pour faire tout ça, il y a de la ressource derrière à avoir. Ok, merci. D'autres questions? Bonjour, merci pour la présentation. De rien. J'avais une question au niveau des performances. Le fait de se rajouter tous ces éléments dans le cluster Kubernetes, par exemple les proxys devant chaque appli, est-ce qu'il y a un réel impact sur les performances des applications? Alors, je ne vous embêterai pas à remonter jusqu'au slide sur Jagger, mais sur cet écran-là, vous voyez le temps passé dans le proxy et le temps passé dans l'app. On était à 1 milliseconde dans le proxy. Donc, c'était vraiment peanuts par rapport au temps global. Si vraiment vous êtes sur du temps réel et 1 milliseconde, ça vous coûte, oui, il y aura un impact, c'est sûr. Mais par contre, ça veut dire que tout ce que ne fera pas Istio, vous aurez à le faire vous-même et ça aura peut-être un autre impact. Et par contre, par rapport au perf, bah oui, ça veut dire d'avoir potentiellement toutes ces métriques-là qui vont remonter dans les différents composants d'Istio. Donc, il faut le prendre en compte. Généralement, là, le bon conseil, peut-être très simple, c'est de rajouter une node dans le cluster cube qui, au final, va permettre de gérer la charge. Alors, ça se répartit, hein, mais une node, c'est pas plus mal. Et au niveau du control plane, il est redondé, tout ce qui est surtout pour la gestion des certificats et Alors, ils sont majoritairement tous redondés, dupliqués et autres. Il n'y en a qu'un, et il y a un bon article sur le blog au sujet du mixeur, qui est pour l'instant, il n'y a qu'une instance. Mais en fait, si les proxys n'arrivent pas à communiquer avec le mixeur, ils continuent à vivre comme si, tant pis, il n'a pas répondu, on continue à vivre. Donc, ça ne va pas vous bloquer tout le trafic. Par contre, les policies appliquées, il ne va pas les vérifier à cet instant-là. Mais si le mixeur remonte, comme lors d'une upgrade, ça va repartir et eux, les proxys, auront gardé les métriques et les renverront à ce moment-là. Ok, merci. Donc ça a vraiment été pensé pour ça. Alors là, ça a mis 0, donc je pense que ça va crier, sinon il n'y a aucun problème pour moi. Non, bon, c'est bon, merci à vous. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, si vous voulez